Bonjour Maud Bréjon. Bonjour. Merci d'être avec nous, invité de la grande interview CNews Europe 1 ce matin. On va balayer toute l'actualité, évidemment, avec vous. Ce matin, je voulais qu'on commence par cette information de la nuit. Le Hamas a osé. Le Hamas a rendu à Israël un corps qui était censé être celui de Shiri Bibas et qui n'était pas le sien en réalité. On sait la capacité de ces terroristes à commettre l'innommable, mais là, un cran a encore été franchi. Comment avez-vous réagi en apprenant cette nouvelle ? Écoutez, je l'ai appris comme beaucoup de Français ce matin en me réveillant. C'est absolument insoutenable. On peine à trouver les mots. Ces gens sont en fait dépourvus de toute once d'humanité. Toute once d'humanité, d'humanisme, de compassion. Et voilà, ne peux qu'avoir une pensée pour tout le peuple israélien, pour les familles des otages qui sont encore retenus là-bas. Je voudrais vous dire aussi ce matin que je suis extrêmement choquée de voir la réaction d'une partie des élus et de la classe politique française, notamment à la France insoumise, qui depuis quelques mois, malgré ce qui se passe là-bas, malgré la douleur des familles, a continué à arborer un antisémitisme ouvert comme stratégie électorale. Et ça devrait tous nous interroger. Lors des dernières élections européennes, Rima Hassan a été élue sur la liste de la France insoumise. Nous avons aujourd'hui, en France, une eurodéputée du Hamas à Bruxelles et une porte-parole de l'antisémitisme en France. Vous nous dites ce matin que Rima Hassan est la porte-parole du Hamas à Bruxelles, porte-parole française du Hamas à Bruxelles. C'est la porte-parole du Hamas à Bruxelles, porte-parole de l'antisémitisme en France. Elle a été élue parce que la France insoumise l'a permis, parce que la France insoumise fait de cet antisémitisme parfois un peu voilé pour éviter les ennuis judiciaires, une stratégie électorale. Et au regard de ce qui est en train de se passer en Israël, notamment au regard de ce qu'on a vu cette nuit, au regard de la douleur des familles des otages, au regard de la douleur d'un peuple, de nos compatriotes de confession juive en France, ce qui s'est passé, son élection et le positionnement d'un parti politique, d'un grand parti politique français, quoi qu'on en pense, qui fait des scores importants lors des dernières échéances électorales, doit nous questionner sur sur la tournure que prend parfois le débat français. Maud Bréjon, Emmanuel Macron a confirmé hier soir que la France préparait l'envoi de militaires en Ukraine en cas d'accord de cessez-le-feu, des militaires qui participeraient non pas à une action belliqueuse, mais au maintien de la paix, mais des militaires quand même qui iraient sur le sol ukrainien. Il faut que la France s'engage à ce point en cas d'accord de cessez-le-feu. Le président de la République a été très clair. D'abord, il tient la ligne qui est celle qui est la sienne depuis des années maintenant, qui a été rejoint par l'ensemble des pays de l'Union européenne, par la quasi-totalité des partis politiques aujourd'hui en France, et je m'en réjouis. Il dit quelque chose de très simple. Pas de troupes, au sens belliqueuse du terme, comme vous dites, au sol en Ukraine. Il faut être très clair là-dessus, et je sais que ça a inquiété et que ça inquiète encore une partie de nos concitoyens. Mais en revanche, en cas d'accord de cessez-le-feu, dans un cadre organisé, pas seul, avec certains de nos alliés, on pourrait, et ce n'est pas décidé à ce stade, contribuer à organiser et à maintenir le cessez-le-feu sur place. Alors, on se dirige vers la paix, vous pensez, ou vous estimez, comme François Bayrou, qu'il existe un risque que la guerre arrive sur le sol européen, autour de nous, comme il l'a dit ? On doit tout faire pour organiser la paix et pour se diriger vers la paix, parce que cette guerre, cette agression de la Russie envers l'Ukraine est absolument dramatique. Le président de la République donnait un chiffre hier qui m'a beaucoup frappé. Il parlait de 1000 morts et blessés par jour sur le front ukrainien. Et donc ça ne peut pas durer. Maintenant, la paix, ce n'est pas la capitulation de l'Ukraine. Ce qui se joue là-dedans, c'est la sécurité de l'Ukraine, c'est aussi la sécurité des Européens. Et donc on reste sur la ligne qui a été la nôtre depuis le début. Un engagement entier du président de la République, qui, je le rappelle, a été le premier à réunir Donald Trump et Volodymyr Zelensky lors de la réouverture de Notre-Dame à Paris il y a quelques semaines de ça, qui a organisé en moins de 48 heures une réunion à l'Élysée en début de semaine avec nos partenaires européens et qui se rendra à Washington la semaine prochaine. Donc c'est un chemin qui est étroit, c'est un chemin qui est difficile. La paix n'arrivera pas du jour au lendemain. Il y a des conditions
qui doivent encore être travaillées, mais c'est évidemment le chemin qu'on doit prendre. Emmanuel Macron, qui, vous le dites, doit rencontrer Donald Trump lundi à Washington. Voici ce qu'il compte lui dire en tutoyant Donald Trump. Écoutez. Je vais lui dire, au fond, tu peux pas être faible face au président Poutine. C'est pas toi, c'est pas ta marque de fabrique. C'est pas ton intérêt. Comment ensuite être crédible face à la Chine si tu es faible face à Poutine? Et puis toi qui veux que l'Iran n'acquiert pas la bombe nucléaire, tu peux pas être faible avec quelqu'un qui est en train de l'aider à l'acquérir. Toi qui veux que la Chine ne vienne pas contester Taïwan et autres, comment expliquer que la Chine n'a pas le droit d'envahir Taïwan et que la Russie aurait le droit d'envahir l'Ukraine? Vous pensez qu'on a les moyens d'infléchir la stratégie de Donald Trump? On a assez de persuasion, de poids? En tout cas, l'Europe a un rôle central et le président de la République a été, à ce titre et dans le cadre des échanges et des négociations qu'il y a pu y avoir, la locomotive de l'Union européenne. Moi, je pense qu'il a raison de parler comme ça à Donald Trump. Au fond, Donald Trump lui-même parle comme ça. De dire qu'il va parler, on ne sait pas comment il va lui parler, mais en tout cas, il dit qu'il va lui parler comme ça. Avec une forme de franchise, de manière un peu brute. Mais je pense que c'est comme ça aussi que Donald Trump comprend les choses. Voilà. Et sur le fond, je pense qu'il a raison. Les États-Unis n'ont aucune raison de poser un genou à terre face aux exigences de Vladimir Poutine. Aucune. Maude Bréjon, invité de la grande interview CNews Europe 1, député Ensemble pour la République des Hauts-de-Seine. Je voulais qu'on revienne sur ce que dit Gérald Darmanin ce matin dans le Figaro. Il dit que le narcotrafic n'est plus qu'une menace pour la santé et la tranquillité publique, mais que c'est une menace pour la sécurité intérieure. Il dit que ce n'est pas une menace, ce n'est plus une menace uniquement pour la santé et la tranquillité publique, c'est aussi une menace pour la sécurité intérieure. La lutte contre le trafic de drogue, ça doit être la priorité des priorités. Et la sécurité intérieure est menacée par les narcotrafiquants. On doit en faire une priorité au même titre qu'on a fait une priorité de la lutte contre le terrorisme. Aujourd'hui, Gérald Darmanin le dit, c'est une menace sur la sécurité intérieure qui touche les grandes villes. On parle souvent de Paris, on parle souvent de Marseille, on parle souvent de Grenoble, mais qui touche aussi les communes plus rurales, les petits villages de France. Et donc on le prend à bras-le-corps. Moi je suis très heureuse de voir qu'on a aujourd'hui un tandem extrêmement solide entre Bruno Retailleau et Gérald Darmanin qui, chacun dans leur mission, se saisissent à bras-le-corps de ce qui doit effectivement être une priorité nationale, avec des prisons de haute sécurité qui vont être construites 4 à 5 d'ici 2027, une première qui sera opérationnelle en juillet prochain, et un nouveau régime carcéral qui sera inédit en France, inspiré de la lutte anti-mafia italienne, qui va nécessiter une loi qui arrivera à l'Assemblée nationale le 17 mars prochain. J'espère qu'on trouvera une large majorité pour la voter, avec la droite, mais également avec la gauche, parce qu'il en va de, encore une fois, la sécurité de la nation et la sécurité des Français. Je voulais vous parler de l'immigration. Les vrais chiffres de l'immigration publiés récemment ont fait peur aux Français. Plus de 330 000 premiers titres de séjour en une année. 68% des Français sont favorables à un référendum sur l'immigration. C'est selon notre sondage CSA pour CNews, Europe 1 et le JDD qu'on a publié cette semaine. Et vous, est-ce que vous êtes favorable à un référendum sur l'immigration? J'ai déjà eu l'occasion de m'exprimer sur votre plateau d'ailleurs. Je dis plusieurs choses. Je n'ai pas d'opposition de principe à un référendum sur l'immigration et de manière générale, je n'ai pas d'opposition de principe à tout ce qui va dans le sens de questionner les Français sur ce qui les inquiète et sur leur quotidien. L'immigration en fait indéniablement partie. Pour autant, je le redis, les Français ont eu l'occasion à plusieurs reprises, à de nombreuses reprises électorales, de s'exprimer sur cette question. On connaît leur positionnement, vous en parlez sur votre plateau, de sondage en sondage, on connaît les résultats. Donc, est-ce qu'il est nécessaire de faire un référendum supplémentaire pour qu'enfin une partie de la classe politique entende ce besoin de reprise de contrôle et entende ce besoin de fermeté? Peut-être. Je vais vous dire, je trouve ça dommage de devoir en arriver là parce qu'encore une fois, on connaît le résultat. On sait ce que veulent les Français dessus. Il y a un contraste phénoménal entre les divergences que ça peut créer au sein de la classe politique, au sein de l'Assemblée nationale et l'unanimité qu'on constate au sein de la population française avec des gens qui, peu importe leurs opinions partisanes, qu'ils viennent encore une fois de droite ou de gauche, nous donnent un cap, nous réclament un cap qui est extrêmement clair. Et d'échéance électorale en échéance électorale, il est extrêmement clair. On l'entend sur toutes nos circonscriptions de France. Et je crois qu'il est grand temps qu'une partie de la classe politique se réveille sur cette question, se réveille. Alors, Robert Ménard
Robert Ménard, il s'est réveillé depuis longtemps sur cette question. Il va être jugé parce qu'il a refusé de marier un individu en situation irrégulière sous OQTF. On en a beaucoup parlé. Et ce, alors que dans notre dernier sondage, encore un, mais 75% des Français estiment qu'il faut interdire les mariages avec une personne en situation irrégulière. Vous défendez très concrètement Robert Ménard. Vous dites que c'est injuste ce qui lui arrive. Ah mais c'est pas injuste, enfin c'est bien plus qu'injuste, c'est absolument incompréhensible. On marche complètement sur la tête. Moi je me mets à la place de vos téléspectateurs et des Français en général qui, en regardant ça, se disent on est chez les fous. On est chez les fous. On a aujourd'hui, on parle d'une personne en situation irrégulière, frappée d'une OQTF, et M. Ménard se voit poursuivi par la justice parce qu'il a refusé de la marier précisément parce qu'il avait connaissance de cette situation-là. Moi, je ne sais pas expliquer ça aux gens. Et je veux bien qu'on me dise derrière que c'est la loi, que c'est le droit. Eh bien, très bien. Si c'est le droit, changeons-le. Je vois qu'une proposition de loi a été adoptée au Sénat hier ou avant-hier. Oui, mais elle pourrait être frappée d'inconstitutionnalité. J'espère, dans un premier temps, que le gouvernement la mettra à l'agenda de l'Assemblée nationale rapidement pour qu'on puisse en débattre et j'espère pour qu'on puisse la voter. Et si ensuite il y a besoin, encore une fois, je le redis, de changer le cadre de l'état de droit, eh bien, faisons-le. Ça pourrait être retoqué pour des raisons constitutionnelles. Eh bien, dans ce cas-là, réfléchissons à une modification. Droit fondamental au mariage. Réfléchissons à une modification ou à voir comment est-ce qu'on peut arriver à changer les choses. Mais on ne peut pas éternellement se cacher derrière les incompatibilités ou les impossibilités qui nous seraient imposées ici ou là. C'est incompréhensible pour les gens. Et M. Ménard, au fond, a fait preuve de bon sens. À propos du Conseil constitutionnel, Richard Ferrand va être le prochain président du Conseil constitutionnel. C'est officiel, c'est passé au JO, au journal officiel. Il a été élu à une voix près, avec l'abstention, grâce à l'abstention du Rassemblement national. Comment est-ce que vous jugez sa légitimité et est-ce qu'elle est fragile ? Il a été élu. J'entends que ça puisse déplaire à certains, mais il a été élu. Et au fond, la démocratie, c'est pas que quand ça nous arrange. À une voix, à 10 voix, à 15 voix près, peu importe. Il a été élu. Et ensuite, je voudrais dire une chose, parce que j'ai entendu... peu importe, non. Quand on est élu avec 51% des voix et avec 75, c'est pas la même chose. Il a été élu. La règle est connue de toutes et tous, au Sénat et à l'Assemblée nationale. Les deux commissions des lois se sont exprimées. J'en fais partie à l'Assemblée nationale. J'ai d'ailleurs voté favorablement à la nomination de Richard Ferrand. Et donc aujourd'hui, rien ne s'opposait à ce que le président de la République le nomme. Il l'a fait. Bon, une fois qu'on a dit ça, j'ai entendu un certain nombre de discours, notamment venant de mes amis les Républicains, ciblant un deal qu'il y aurait eu entre le président de la République et Madame Le Pen, deal qui aurait amené à l'abstention des députés du Rassemblement national. Cette accusation de la part, encore une fois, de mes collègues, les Républicains, d'une partie de mes collègues et d'une partie de la gauche, et notamment de la France insoumise, est absolument honteuse et je les incite vivement à ne pas verser dans une espèce de théorie du complot bas de gamme. Nous ne sommes pas responsables des votes du Rassemblement national. Ils ont d'ailleurs largement démontré par le passé qu'ils votaient en toute indépendance par rapport à la Macronie. Ils ont fait leur choix. Moi, je constate le résultat, à savoir que Richard Ferrand remplissait toutes les conditions pour être nommé. Il l'a été et ce sera, je n'en doute pas, un très bon président du Conseil constitutionnel. Maude Bréjon, invité de la grande interview CNews Europe 1, député Ensemble pour la République des Hauts-de-Seine. Le Conseil d'État a confirmé la fermeture et donc la disparition de la chaîne C8, première chaîne de la TNT. Vous êtes très attaché depuis toujours à votre liberté de parole, à la liberté d'expression. Que vous a inspiré cette décision qui va laisser sur le carreau, passez-moi l'expression, mais c'est la réalité, environ 400 personnes, 400 salariés. Ça va laisser sur le carreau 400 salariés et ça va laisser orphelins des millions de Français. C'était la première chaîne de la TNT, si je m'abuse. Est-ce que cette décision est compréhensible ? Non, elle est incompréhensible. Elle a été prise par une autorité dite indépendante, soit. Qui ne l'est pas. Qui se base sur des règles. L'Arcom, qui ne l'est pas indépendante. Est-ce qu'il faut changer les règles ? Peut-être. Peut-être que c'est la question qu'on doit désormais se poser. Peut-être que ces règles qui ont pu être adaptées hier ne le sont plus aujourd'hui. En tout état de cause, je crois que beaucoup de Français ne comprennent pas cette décision. Et moi, aujourd'hui, si je dois être très honnête, je ne sais pas leur expliquer. Je voudrais dire ensuite une chose pour aller
à plusieurs reprises chez Cyril Hanouna, comme toute la classe politique, de Jean-Luc Mélenchon à M. Bardella, tout le monde y allait. Cyril Hanouna, dans son émission Quoi qu'on en pense, a donné la parole à des Français qui ne l'avaient plus nulle part. Et il a permis aux femmes et aux hommes politiques que nous sommes de parler à des Français à qui on ne pouvait pas parler via d'autres médias traditionnels parce qu'ils ne les regardaient pas. Ce qu'il a réussi à faire avec cette émission nous a servi et je crois nous a permis de passer un certain nombre de messages. Il a donné la parole à des gens qui ne l'avaient plus nulle part. Voilà. Et aujourd'hui, une partie de ces gens se sentent probablement orphelins voilà. Et c'est incompréhensible et c'est très difficilement explicable. C'est très difficilement explicable. C'est une atteinte à la liberté d'expression. Je vois bien qu'une partie de la classe politique et un certain nombre de partis politiques, y compris le mien, sont gênés vis-à-vis de cette décision. Il y a au fond un silence qui est assez assourdissant parce qu'on ne sait pas bien comment aborder cette question, on ne sait pas exactement quelle position prendre. Il y a une certaine lâcheté chez certains hommes politiques ? En tout cas, il y a un silence qui ne devrait pas avoir lieu. Voilà, je pense qu'on gagnerait à s'exprimer, à prendre position, dans un sens ou dans un autre, d'ailleurs. Mais c'est un fait majeur. Fermer une chaîne de télévision qui est suivie, encore une fois, par des millions de Français, c'est un fait sociétal majeur, incompris par une partie de la population. Et je crois que le vrai problème, c'est pas pour Cyril Hanouna, le vrai problème, c'est que ça laisse des traces démocratiques et que ça laisse des fractures entre une partie de la population et ceux qui sont perçus comme les dirigeants et les décideurs. Maude Bréjon était l'invité de la grande interview CNews Europe 1. Merci beaucoup d'être venu ce matin.